Lundi 7 octobre, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à la une de ce journal. Nouvelle étape dans les travaux de dépollution de l'ancien site militaire à Aroué. Pendant 3 semaines, les ouvriers interviendront de nuit sur le chantier. Du bruit est à prévoir mais ne devrait pas déranger le voisinage selon les techniciens. Nous irons ensuite à New York à la 4e commission de décolonisation des Nations Unies où indépendantistes et autonomistes ont livré 2 visions radicalement différentes du Fénois. Les uns souhaitent voir émerger un calendrier de décolonisation, les autres invitent l'ONU à envoyer une mission au Fénois et réaffirment leur attachement à la France. Des prises de position commentées par le politologue Semira Alwardi dans une analyse pour TNTV. Un élève sur 10 victime de harcèlement scolaire chaque année. Le 7 octobre marque la journée internationale de lutte contre ces violences physiques ou morales. Pour l'occasion, le bleu, symbole de paix, domine dans les établissements scolaires. Dans le secteur aérien, la cessation d'activité d'Air Moana était annoncée pour le 30 septembre. Une semaine plus tard, ces appareils poursuivent leur rotation. Faute d'intervention officielle de la direction, Rarahu Maha'a et Heimanu Manutei ont tenté de sonder la clientèle et les salariés. Le reportage. Il n'y aura pas de risque que ça annule mon billet. Non, t'inquiète pas. Si c'est parce que tu as vu les articles sur la compagnie, non, on n'a pas prévu de fermer, on continue encore. Pas d'annonce officielle, mais un constat sur le terrain. La billetterie est toujours opérationnelle, les avions décollent, les équipes sont en place et la desserte des îles se poursuit sans encombre. Air Moana semble avoir dépassé ses difficultés financières et du côté des passagers, on se réjouit de pouvoir profiter encore de la concurrence et des prix bas. J'ai vu qu'Air Moana était en difficulté et je suis contente aujourd'hui de prendre un vol avec eux. Voilà, ça prouve qu'ils sont toujours là, ils sont toujours debout, donc je suis ravie d'être ici et de soutenir la compagnie. Et en plus, c'est pas la première fois que tu prends leur vol alors? Non, c'est pas la première fois. Je suis déjà venue ici il y a quelques temps et là je reprends à nouveau Air Moana. Très très contente. Grâce à Air Moana, ça nous permet d'avoir d'autres prix aussi compétitifs. Donc grâce à la compétition, on peut être satisfait. Donc toutes les personnes peuvent voyager à un prix meilleur. Selon nos informations, les investisseurs de la compagnie devraient réinjecter de quoi poursuivre les opérations de manière durable. Le pays aurait également décidé d'apporter son soutien via la SOFIDEP. Un communiqué officiel devrait préciser la situation de la compagnie dans les jours à venir, de quoi rassurer les salariés après de fortes turbulences. Ils restent sereins, bien qu'ils aient reçu comme consigne de ne pas répondre aux médias. Je vous le disais en titre, les travaux de dépollution de l'ancien site militaire à Aroué se poursuivent. À ce stade, les interventions à la ponceuse vont être réalisées de nuit pour préserver la santé des ouvriers, mais les responsables du chantier rassurent le voisinage. Le bruit devrait être contenu sur les 3 prochaines semaines. Les détails avec Esther Parocordette. Derrière ce portail sécurisé, là où se trouvait autrefois un hangar, un tas de ferraille. Les ouvriers interviennent à partir de ce soir sur ces structures métalliques polluées au plomb. Les travaux consistent à enlever la peinture plombée. Par mesure de sécurité, les travailleurs seront équipés de la tête aux pieds, comme ici, lors des travaux de dépollution de l'ancien site militaire de Mahina. Les travaux se passent sous un chapiteau pour confiner les poussières et donc ça implique qu'en forte chaleur, les travaux que les employés peuvent réaliser sont limités à une durée. De 18h à 4h du matin, pendant 3 semaines, les ouvriers vont retirer le revêtement plombé à l'aide de ponceuses. Le bruit ne devrait pas dépasser la limite tolérée, 70 décibels. Si les riverains constatent que l'entreprise ne respecte pas les consignes et ne respecte pas les travaux qui ont été accordés, ils peuvent faire appel à la mairie ou à la police municipale. Tout a été démoli sur cette 3e zone. Il ne reste plus que la dépollution des matériaux. Les travaux sont terminés dans la première zone. En revanche, la phase de déconstruction est toujours en cours sur ce chantier. Ce terrain de 3 hectares est voué à des activités économiques portées par la commune. Le projet d'aménagement il est ambitieux, il doit permettre aussi de déplacer
des activités, notamment des activités qui sont côté mer. Le projet c'est pas simplement un projet d'aménagement sur ces 3 hectares, c'est aussi un projet d'aménagement qui englobe aussi son environnement. Après 7 ans d'attente, la commune devrait voir le bout du tunnel en février 2025. Il ne devrait plus y avoir de bâtiments sur cet ancien site militaire. Indépendantistes contre autonomistes. À New York, ce matin, 2 visions se sont heurtées devant la 4e commission de l'ONU chargée de la décolonisation pour la 2e année consécutive. La France était présente autour de la table, même si son positionnement n'a pas satisfait le Tavini Huiratira. On fait le point avec Emma Mathieu. Je tiens à préciser de nouveau que ce changement de méthode n'emporte pas de changement de ligne. Il n'existe pas de processus entre l'État et le territoire polynésien qui réserve un rôle aux Nations Unies. La France campe sur ses positions à la 4e commission de l'ONU, ce qui a vivement fait réagir les élus du Tavini Huiratira. La France, qui a pourtant toujours été qualifiée de grand défenseur des droits de l'homme aux yeux de la communauté internationale, n'a pas su prendre de la hauteur et faire preuve d'intelligence pour respecter son engagement vis-à-vis des grands principes de la Charte des Nations Unies. La France refusant le processus, ne veut pas engager le dialogue sur ces sujets. C'est quand même dommage parce que pour l'instant, nous essayons d'être très avenants dans nos interventions, mais malheureusement, on n'a pas l'écoute de la France par rapport à l'attitude que nous avons. Même son de cloche du côté du gouvernement. Le président du pays a affirmé souhaiter un processus pacifique d'autodétermination dans la transparence et dans la paix. Il espère une collaboration de la puissance administrante et l'appui des Nations Unies. Pour nous, un processus d'autodétermination, c'est quelque chose qui doit se mettre en place sur un long terme. Il faut un programme, il faut une méthode, et c'est ce que nous voulons discuter avec donc à la fois la France et les Nations Unies. Effectivement, sur la ligne, j'ai été un peu estomaqué par sa réponse qui consiste à venir à l'ONU, dire que l'ONU n'a rien à faire dans les discussions concernant le processus polynésien. Cette déclaration du représentant permanent de la France est complètement à côté de la plaque. Je regrette que le président de la Polynésie française, pour l'instant, trouve davantage de temps pour venir à New York et pour parler de décolonisation alors qu'il n'a pas été élu pour ça. Et nous l'avons rappelé également devant la commission. Nos frères et sœurs indépendantistes sont venus affirmer pour moi des contre-vérités et affirmer sans preuve d'ailleurs un certain nombre de choses qui sont inexactes sur notre Fénois. Revoir le cadre institutionnel et législatif, la dépendance économique, la limite du cadre juridique et les conséquences des essais nucléaires étaient au centre des interventions des pétitionnaires de l'église protestante Maohi et du Tavini Huiratira. Des prises de parole auxquelles n'a pas assisté l'ambassadeur de France qui a quitté l'hémicycle. Il a cependant regagné son siège pour écouter les pétitionnaires de la délégation autonomiste. Ces derniers ont dressé un tout autre tableau du Fénois. La Polynésie française n'est ni opprimée ni exploitée par la France. Avec tous les défis qui attendent notre Fénois, que ce soit en matière justement, comme tu disais, de réchauffement climatique, de défis concernant l'emploi, de reconversion de notre économie, on a bien d'autres choses à faire que de se pencher sur ces questions institutionnelles. Mais c'était important qu'on soit présent aujourd'hui à l'ONU pour équilibrer un peu les discours et notamment pour inviter justement un comité pour venir se rendre en Polynésie pour qu'ils puissent se rendre compte des réalités en Polynésie et peut-être de démystifier un peu ce que les indépendantistes ont pu faire passer comme message. Les interventions devant la 4e commission sont terminées, mais les élus polynésiens restent encore quelques jours à New York. Demain, plusieurs rencontres les attendent, notamment avec les autres leaders du Pacifique. Et pour approfondir le sujet, on vous propose une analyse du politologue Semir Alwardi dans cet entretien réalisé par Emma Mathieu et Thomas Chabrol. Bonsoir à tous, c'est Yaorana, Semir Alwardi. Bonsoir. Sans grande surprise, la position de la France reste inchangée. L'ambassadeur a affirmé, je cite, qu'il n'existe pas de processus entre l'État et le territoire polynésien qui réserve un rôle aux Nations Unies. Et qu'est-ce qu'on peut attendre des Nations Unies alors que la France ne veut pas que l'ONU intervienne? Alors d'abord, il faut remarquer que la France est déjà présente, ce qui est déjà la seconde fois. C'est déjà un progrès, parce que la France n'assistait pas à la 4e commission lorsqu'il s'agissait de la Polynésie française, donc c'est déjà un progrès.
Alors, il est évident que la Polynésie française n'est pas dans un processus de décolonisation, contrairement à la Nouvelle-Calédonie. Donc la France a estimé que ce n'était pas la peine d'assister. Alors la France n'a pas changé sa position et estime qu'on n'a pas à réclamer une décolonisation à partir du moment où on n'est pas dans un processus de décolonisation. On l'a vu, les visions des autonomistes et des indépendantistes sont totalement opposées, mis à part sur un point. Ils demandent une mission d'information de l'ONU au Fénois pour y faire ses propres constats. Que pensez-vous de cette proposition? Alors, c'est une proposition qui est tout à fait logique parce que les indépendantistes estiment qu'il faut venir ici pour constater justement que la Polynésie française est une collectivité qui n'a pas encore obtenu son indépendance, alors que les autonomistes veulent démontrer que la Polynésie française est développée, que la France ici n'a pas à rougir justement de son action et que, comme ils l'ont dit et expliqué devant la 4e commission, 30% de son PIB vient des transferts de la métropole et que c'est pour ça que la Polynésie française a un progrès et dans le progrès économique grâce à ces transferts-là, justement. Moetai Broderson a demandé une co-construction d'un programme de travail pour tendre vers l'autodétermination. Les autonomistes ont tendance à assimiler la décolonisation à l'indépendance, mais concrètement, qu'est-ce qu'on entend par décolonisation? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut prendre la définition de l'ONU. L'ONU estime que la décolonisation, c'est 4 choses, 4 possibilités. Soit on est intégré totalement à un État, soit on est totalement indépendant, soit on est en self-government, ça veut dire pratiquement un État associé, soit toute autre relation décidée entre les parties. C'est-à-dire que le champ des possibles est considérable. Donc il ne faut pas réduire cela à une pleine souveraineté. Le champ des possibles est considérable. On peut imaginer toutes sortes de relations entre une métropole et un territoire. Pendant cette 4e commission de l'ONU, une autre délégation importante s'est exprimée, celle de nos voisins calédoniens, et qui sont frappés par une crise économique, sociale et politique sans précédent. Nous écoutons un extrait de la déclaration de Claude Gambé, représentant du gouvernement calédonien. Madame la Présidente, les événements tragiques de cette année, consécutifs à l'adoption du projet de loi constitutionnelle portant sur le dégel du corps électoral, révèlent que la Nouvelle-Calédonie est face à un plafond de verre, dont le point dur touche aux liens qui existent entre la Nouvelle-Calédonie dans sa diversité avec la République française. Tout l'enjeu aujourd'hui est de parvenir à déterminer comment continuer à construire ce lien dans la continuité des accords de Nouméa en prospectant toutes les voies juridiques et statutaires sans crainte d'innover sur la base du droit interne et international. Il importe à présent d'avancer et de trouver une réponse au risque de voir perdurer les frustrations. La tendance électorale de ces dernières années montre que la voie vers la souveraineté est devenue une option qu'il faut envisager sérieusement pour garantir des perspectives durables pour la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que l'État a un autre choix que de céder face aux indépendantistes kanaks? L'État est appelé ici à amener les différentes parties à négocier. En fait, il faut négocier. Pourquoi l'État ne doit pas, dans tous les cas, répondre à une seule des parties? C'est parce que nous avons sur ce territoire différentes communautés. Il y a les victimes de l'histoire, il y a les peuples premiers. Donc l'État doit amener les différentes communautés à s'entendre. Il faut trouver un juste milieu pour que ces différentes parties amènent une solution. Il doit y avoir une solution. Il doit y avoir un juste équilibre. Et l'État doit rester neutre et amener les différentes parties à trouver finalement une solution qui satisfasse toutes les parties et pas une seule partie. Eh bien, merci beaucoup, Semir Alwardi, d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais je vous en prie. À noter que le Premier ministre Michel Barnier a annoncé dans un entretien à la Tribune dimanche qu'il se rendra en Nouvelle-Calédonie le moment venu afin de trouver, je cite, un chemin d'apaisement. L'actualité de ce jour, c'est aussi la célébration du Blue Shirt Day. Cette initiative des pays anglo-saxons a vocation à sensibiliser les élèves sur le harcèlement scolaire. Au Fénois, plusieurs établissements ont ajouté cet événement à leur calendrier, comme au Sacré-Cœur de Tarava où le sujet est pris très au sérieux. Laure Philibert était sur place.
Agir, un message qu'ils incarnent. Tous les élèves de l'école Sacré-Cœur de Travo se sont réunis ce lundi pour représenter ce mot d'ordre dans la cour de leur établissement. Car si le 7 octobre marque cette année la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire, la vigilance, elle, doit être continue. 3 fois par an, on est dans une journée banalisée pour travailler sur le harcèlement parce que pour nous, comme pour aujourd'hui, voilà la Butcher Day, il était important de réactiver ces notions, les termes harcelé, la victime, le harceleur, les témoins, les complices, parce que nous on apprend aux élèves, attention, si tu vois mais que tu ne dis rien, tu peux devenir complice. On les sensibilise beaucoup sur ce discours-là. Tout au long de la journée, différentes actions pour réfléchir ensemble au harcèlement scolaire et aux moyens de lutter contre ce fléau. Ici, les plus grands participent à une session de questions-réponses et même s'ils sont encore très jeunes, ces enfants sont nombreux à avoir déjà été témoins de cas. Quand je me promenais moi-même, je voyais un garçon et il me harcelait tous les jours. Ça a commencé quand j'avais 5 ans et il a terminé à 8 ans. D'abord, il faisait que de m'embêter et après il m'embêtait encore. Après, je ne les parlais plus. Et après là, ils ont arrêté de jouer avec moi. J'ai rien fait. Après, je suis allée dire à mes parents. Il y avait une petite fille avec son apparence chinoise. Il y avait plein de gens qui étaient plus français, plus marquisiens. Du coup, tout le monde s'embêtait à elle. Et à un moment, je lui ai dit tu veux devenir mon ami ? Tous en bleu, couleur de paix, les élèves ont organisé une grande flash mob. Si les organisateurs ont choisi d'aborder la question de manière ludique pour capter l'attention des plus jeunes, ils savent que les pressions répétées sur les enfants peuvent impacter leur bien-être, leur santé et l'apprentissage. Chaque année, c'est près d'1 élève sur 10 qui serait victime de situations de harcèlement. L'an dernier, tous les élèves du CE2 à la terminale ont rempli un questionnaire pour faciliter la détection des cas. On dépasse à nouveau les frontières polynésiennes pour se rendre en Californie, aux États-Unis. La compétition de Oritamuri organisée au festival Taste of Tahiti a rassemblé plus d'une centaine de compétiteurs, un événement auquel a assisté pour nous Ronnie Moufat. Ils auront tout donné pour tenter de séduire le jury du Farapu au Tiféné en passant par le Varou ou encore le Paoti pour les Tane. 1 minute 30 de chorégraphie pour se démarquer des autres concurrents. Qu'est-ce que tu aimes dans le Ori Tahiti ? C'est fun quand le rythme s'accélère et quand il faut créer de nouveaux mouvements. Faut bouger sans s'arrêter. Moi je débute mais c'est ce que je retiens. Pour moi, c'est l'occasion d'explorer une nouvelle culture et d'expérimenter ça avec ma deuxième famille. Mais pas question de négliger les bases du Ori, le jury veille au grain. Alors, ce que je regarde chez une danseuse ou un danseur, ce sont les pas de base. J'aime bien qu'il y ait la tradition d'abord, avant d'avoir une petite touche de contemporain. Le pareo, il ne faut pas que ça soit trop court. Parce que nous, on n'est pas ici pour voir ton derrière ou la culotte. Hein? On est ici pour voir ta capacité de faire un joli farapu. Nous devons être exigeants. Nous ne pouvons pas laisser les choses se faire. La danse est quelque chose de bien au-delà. Vous voyez, il faut que les pieds soient souclés à terre, qu'ils travaillent leur bassin et non pas qu'ils travaillent comme ils veulent. Veiria, experte dans la réalisation des costumes, porte une attention particulière à chaque création et rien ne lui échappe. Tu n'utilises pas n'importe quoi sur ton costume. Si ta danse, par exemple, ou ton tumupro, ton thème parle de l'océan, je ne vois pas pourquoi alors tu mets des fleurs. Les 2 meilleurs danseurs du festival repartiront avec un billet d'avion aller-retour vers la Polynésie, l'occasion d'approfondir leurs connaissances artistiques. Eux prendront la direction des Salomon pour y disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde de beach soccer du 21 au 25 octobre. Depuis ce matin, les Tikitois suivent un stage intensif sur le sable du centre technique de la Fédération thaïsienne de football. Dans le tournoi océanien qui approche, ils seront opposés à la Papouasie, à Fidji et à Salomon, le pays hôte. Autour des expérimentés cadres habituels, 2 nouveaux joueurs intègrent l'effectif, Flavien Otsenasek et Heimaru Terorotua. Pour leur entraîneur, Teva Zaveroni, l'objectif est clair, décrocher une 8e qualification d'affilée à la Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA. On l'écoute au micro d'Olivier Huc.
On a intégré deux nouveaux jeunes dans la liste définitive pour Salomon. Il faut penser aussi au futur. Et puis, comme cette année, on s'était déjà déplacé avec des joueurs, les joueurs cadres n'ont plus également de congés, c'est difficile de partir 2 fois dans l'année sur du exceptionnel. Donc voilà, après on s'adapte, on s'est entraîné pour ça, on a travaillé pour ça et puis à nous de faire le travail au Salomon. Voilà, avec un staff réduit en fonction du financement de la fédération qui a déjà beaucoup dépensé pour 6 sélections, à peu près 160 millions. Donc nous, on s'adapte à la situation et puis on est là pour travailler et pour qualifier notre pays pour la prochaine Coupe du Monde. Et je vous rappelle que tous les matchs des Tikitois seront diffusés sur TNTV du 21 au 25 octobre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir, le film Aussi profond que l'océan, suivi d'un nouveau numéro d'enquête exclusive. Passez une agréable soirée. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.